On va tout de suite poursuivre avec la session qui met un autre focus, puisque là on va changer un petit peu d'échelle à nouveau. On va traiter là de l'hôpital numérique et du GHT. Alors, je dois avancer. Je suis désolée, je sais qu'il y avait d'autres réactions, mais il faut vraiment qu'on avance. Alors, on va, juste pour un rappel sur l'orientation de cette session, vous savez que la loi santé a été votée tout récemment, et puis on a vu sur Internet des débats autour de ce projet, à l'époque c'était le projet de loi santé, qui visait à donner plus de pouvoir au GHT dans ce rôle de coordinateur du territoire. On a certaines voix qui s'élevaient, qui disaient que c'était pas possible, qu'un GHT était fatalement hospitalo-centré, qu'il était impossible qu'un hôpital puisse être au cœur de la coordination territoriale et que ça allait dans le mauvais sens, il y a eu des manifestations, etc. Alors nous, on a voulu vérifier ce qu'il en était sur le terrain et on a cherché des acteurs qui souhaitaient témoigner sur cette mise en place des GHT, de la télémédecine dans les GHT, et qui nous indiquent comment ils coopèrent sur le territoire, quelle dynamique ils ont pu initier avec les acteurs de terrain, les bonnes pratiques justement qu'ils ont pu mettre en place dans ce domaine-là. Alors quelles sont leurs actualités et projets innovants? C'est ce qu'on va voir avec les 4 GHT qui témoignent maintenant et qui vont nous parler de domaines assez variés, avec des approches là aussi assez différentes, parfois très spécialisées, parfois au contraire très transversales. Alors, on va partir d'abord sur Nantes, à nouveau, on va rester sur Nantes, donc avec le GHT 44. Alors, la régulation médicale au SAMU, aujourd'hui, ça se passe principalement par le biais de la voix. Dans bien des situations, la vision permettrait de faciliter les choses, d'apprécier mieux la situation d'urgence, de prendre une décision plus avisée. Alors, c'est comme ça qu'est né ce projet au GHT 44. Au sein du GHT, et aujourd'hui, la régulation du SAMU est aidée par ces Google Glass. Et nous, on va se focaliser sur le déploiement de cet usage dans les EHPAD. Alors, on va commencer par diffuser une vidéo qui, en 2 minutes, va vous résumer le projet. Enfin, pas le projet, les usages, là, pour le coup. Donc ça a débuté en fait en répondant à un appel à projet de l'ARS en 2016, un appel à projet de télémédecine qui consiste en fait à apporter du contenu visuel en régulation médicale. Et le choix s'est porté sur des lunettes connectées pour pouvoir permettre la possibilité d'avoir les mains libres. L'idée, c'est de pouvoir apporter l'expertise médicale sur le terrain quand elle n'est pas sur place. Pour le SAMU de Nantes, ça nous permet de mieux comprendre les différentes situations pour lesquelles on nous appelle, d'optimiser donc la réponse que l'on apporte et de guider des gestes et de voir leur bonne mise en application. Donc j'ai vu, là, je viens de faire une photo là en fait du bras, là, c'est vachement bien déformé. Il n'y a que ça comme lésion. Un petit choc au niveau de la joue, la gauche. D'accord, je vois, là je la vois, c'est bien. Ok. C'est vrai, l'humérus qui a bien morflé. Ok. Elle est très douloureuse la dame là. Elle est douloureuse, elle est pas sous anticoagulant. Ouais, du coup je vais t'envoyer quelqu'un pour la dentalgie, vous n'allez pas pouvoir la bouger là je pense. Eh bien en tant que partenaire préférentiel de l'Agence régionale de santé, le GCSI Santé accompagne différents projets innovants tels que celui qui est proposé par le SAMU 44. La chance que nous avons eue dans le cadre de ce projet avec le SAMU 44, c'est de pouvoir intégrer l'utilisation des lunettes connectées à la plateforme régionale KIMED, qui est la plateforme régionale porteuse de tous les usages de télémédecine. L'intérêt de l'introduction des nouvelles technologies, en télémédecine en particulier, c'est d'apporter une amélioration dans les conditions de prise en charge des patients, qu'ils soient au domicile ou hébergés en EHPAD par exemple. Alors sur Nantes, Arnaud Martinage, vous êtes praticien hospitalier au CHU de Nantes, responsable au SAMU. Alors c'est un projet qui aurait pu sembler futuriste, aujourd'hui c'est une réalité sur votre territoire. En quoi ça consiste ce programme, alors en lien avec les EHPAD, puisque c'est de ce volet-là qu'on parle aujourd'hui?
Oui, effectivement, on va parler uniquement de ce volet-là, puisque le projet de visio-régulation des EHPAD fait partie d'un projet plus global de visio-régulation médicale. Concrètement, en fait, un peu comme on a pu voir sur cette vidéo, le soignant d'EHPAD est équipé de Google Glass, relié à un smartphone. Il peut passer, dès lors qu'il en a le besoin, un appel au 15 pour un résident. Et outre le canal téléphonique habituel qu'on utilisait auparavant, on ajoute un contenu visuel dynamique qui permet de mieux comprendre les situations bien plus rapidement. Et du côté soignant, le choix de ces Google Glass lui permet de garder les mains libres. Et donc le médecin régulateur devient virtuellement aux côtés du soignant. Et ça permet de le guider dans éventuellement des gestes à faire et de mieux de prendre une décision a priori plus adaptée. Voilà, alors il a les mains libres grâce aux lunettes. Voilà, c'est ça. C'est parce que, si vous voulez, il y a d'autres systèmes de visioconférence. Celui-ci permet à la fois principalement de garder les mains libres, et puis il est aussi très discret. Il y a d'autres caméras, on a pu l'apercevoir dans la vidéo, qui sont un petit peu plus imposantes. Et en ce qui concerne la population de résidentes en EHPAD, ça peut être problématique justement d'avoir quelque chose qui masque en partie le visage des soignants. Et le choix de ces Google Glass a été fait aussi justement pour cette sobriété en fait. Voilà, puis le fait que, comme vous l'aviez dit, le praticien du SAMU puisse commander à distance la vue ce qu'il voit, donc voilà, c'est très pratique. Il y a un décroché automatique, etc. Ça facilite vraiment les actes pour cette personne soignante qui va être dans la situation d'urgence, parfois peut-être un peu en panique. Donc là, c'est très simplifié. Voilà, le soignant n'a uniquement qu'à se connecter au dispositif. Et à partir de ce moment-là, le médecin régulateur pilote la totalité des fonctionnalités à distance. Donc le décroché se fait effectivement automatiquement. Si on a besoin de faire un zoom, le médecin le fait. En fait, on est uniquement tributaire de là où regarde le soignant, mais finalement c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on veut voir, ce qu'il regarde. Donc voilà. Et ensuite, le protocole habituel est appliqué effectivement. Alors, où en est le déploiement de ce programme ? Alors les 5 premiers EHPAD sont désormais déployés, à différents endroits du territoire. Cela concerne plutôt des EHPAD un petit peu à distance des urgences de proximité, entre 20 et 30 km des urgences de proximité. Le projet, en fait, on est dans la première étape du projet, qui est l'étape d'expérimentation qui concerne donc ces 5 EHPAD, et à l'issue de cette expérimentation, une analyse va en être faite et l'idée, bien sûr, est de développer à l'ensemble des EHPAD du territoire. Quels sont les critères que vous avez définis pour cette évaluation ? Alors, il y a tout un ensemble de critères. Alors, il y a déjà une analyse très observationnelle de volumétrie d'appels, de typologie d'appels, des éléments statistiques habituels, quel type de résidence la concerne. Et puis, on a aussi des critères qualitatifs de ressenti soignant, ressenti patient et ressenti médecin régulateur. Est-ce que cela améliore les relations ? Voilà, il y a une thèse de médecine qui va recueillir l'ensemble de ces critères pour en faire une analyse assez fine, j'espère. Alors, donc ça fait 4 mois que l'expérimentation a commencé. Quels sont vos premiers constats, vos premiers retours ? Ils sont plutôt très positifs, notamment de la part des soignants d'EHPAD, qui se sentent sécurisés. Alors malgré une première phase rapide d'appréhension de l'utilisation de ce dispositif, qui a été en fait assez facilement levé par une formation qui a intégré l'outil, en fait une formation de rappel des gestes et soins d'urgence à laquelle on a intégré l'utilisation de l'outil. Et puis concernant les médecins régulateurs, c'est plutôt à présent très bien accueilli. Vous voyez, pas plus tard que cette nuit, on a eu une utilisation pour une détresse respiratoire qui a franchement aidé le médecin dans sa décision.
Du côté résident, ça sera certainement un petit peu plus compliqué en ce qui concerne la population d'EHPAD d'avoir le ressenti patient, puisque on est face à une population qui peut pas toujours exprimer son ressenti. Oui. Et alors, Monsieur Carreau, en quoi le GHT a joué un rôle sur ce projet? Vous êtes secrétaire général du GHT 44. Voilà, qu'est-ce que ça a permis, le GHT, dans ce projet? Bonjour, merci en tout cas de nous avoir permis de pouvoir témoigner sur ce projet-là. Le groupement hospitalier territoire, tout d'abord, il a offert un cadre collectif pour pouvoir vraiment donner une légitimité à agir ensemble dans le cadre d'un projet qui était antérieur au groupement hospitalier territoire, mais qui avait patiné un peu, si je puis dire, dans sa mise en œuvre, que l'on a repris dans notre projet médico-soignant partagé et qu'on a pu mettre en place. Le GHT, il a offert aussi une arène pour que les acteurs se connaissent plus facilement entre eux, ce qui est quand même facilitant en termes de mise en place du projet, et puis aussi d'un point de vue totalement pratique, le groupement hospitalier de territoire de Loire-Atlantique, c'est une direction territoriale des achats. Donc là, à ce moment-là, il n'y a pas de question à se poser. Les établissements et les EHPAD achètent la même chose. C'est quelque chose qui est facilité. C'est une direction des services numériques qui est territoriale. Donc quand on se réunit en groupe projet toutes les 6 à 8 semaines, il y a un représentant de la direction des services numériques du territoire qui ensuite peut faire passer l'information assez facilement auprès de tous les établissements. Donc là, on est vraiment sur un cadre de coordination qui est hyper facilité. Et puis pareil pour la formation, on a pu mobiliser le centre d'enseignement en soins d'urgence du département de Loire-Atlantique. Et là encore une fois, le GHT offre un cadre commun pour agir dans le cadre d'un plan de formation continu, puisque c'est l'un des secteurs de mutualisation obligatoire du groupement hospitalier. Donc là, on est vraiment sur un cadre qui est hyper facilité. Et si vous me permettez aussi de retourner la question, c'est savoir aussi ce que ce projet a apporté au groupement hospitalier de territoire. C'est vrai que le groupement hospitalier de territoire, c'est beaucoup de projets de coopération entre, on va dire, gros établissements d'un GHT sur des activités médecine, chirurgie, obstétrique. Et l'arrivée de ce projet, ça nous a aussi permis d'inclure dans une dynamique de projet territorial des établissements hospitaliers qui étaient plus sur des activités de moyen ou de long séjour. Et grâce aux nouvelles technologies, à la e-santé, de les inclure aussi dans une dynamique collective pour voir l'intérêt de ce que pouvait représenter le groupement hospitalier de territoire. Donc on est vraiment sur un apport mutuel et réciproque. Oui, c'est intéressant et le fait que le GHT aussi ait permis de faire remonter ce projet, il y avait eu une idée auparavant pour ce projet, et c'est le GHT qui a apporté la structure de le mettre en place. On voit que réciproquement, le fait de mettre en place les usages apporte des choses dans la coordination et dans le cadrage du GHT, c'est très intéressant. À tous les deux, on poursuit notre petit tour des bonnes pratiques. On en a cité la démarche d'évaluation, la facilité d'utilisation, le fonctionnement efficace. Et vous avez évoqué tout à l'heure un petit peu la formation. Vous pouvez juste revenir un tout petit peu là-dessus, dire ce qu'il y avait de spécifique sur la formation sur ce projet. Alors, c'est pas uniquement le côté spécifique, mais on a vraiment remarqué... je pense que dès lors qu'on propose un nouveau dispositif, ce d'autant qu'il est technologique à un soignant, on va bousculer un petit peu ses habitudes. Et clairement, on a remarqué que toutes les appréhensions initiales qui pouvaient exister sur l'introduction de ce nouvel outil a été complètement levée par cette formation. Donc, effectivement, c'est déroulé au CESU 44. Sur une sorte de rappel des gestes et soins d'urgence. C'est une formation qui existe pour les soignants, mais auquel on a intégré donc l'utilisation de cet outil de visio. Et l'existence de cette formation a clairement levé toutes les appréhensions des soignants et donc permis une mobilisation ensuite en interne et une plus grande facilité à l'utilisation de l'outil. Alors ensuite, il y a également un petit rappel en fait de formation. L'éditeur propose une demi-journée de formation à la livraison du dispositif et ensuite on a un suivi rapproché avec les personnes ressources de chaque EHPAD. Et donc vous aviez évoqué le fait que de nouvelles coopérations du coup ont vu le jour, là on en a parlé, mais qu'il y avait aussi des pistes de déploiement qui n'étaient pas forcément envisagées au départ et des coopérations inattendues qui se sont greffées vraiment juste en une phrase pour conclure, parce que c'était intéressant de voir que la coopération était un peu extrapolée finalement.
Oui. En fait, effectivement, le fait de se réunir et de décider ensemble de comment mener ce projet, effectivement, il y a eu une certaine dynamique qui s'est créée et des axes de travail qui annexent en fait à ce projet qui ont vu le jour. Par exemple, l'harmonisation des chariots d'urgence des EHPAD. Alors, pas du territoire, mais pour l'instant des 5 EHPAD concernés, ce qui nous, pour les médecins régulateurs au SAMU, nous permet d'avoir une visibilité de ce qu'on peut demander aux soignants, quelle thérapeutique elles peuvent avoir à disposition. Donc ça permet de simplifier un petit peu et d'accélérer un petit peu les prises en charge. Et puis ensuite, on pourra avoir des dynamiques de coopération avec notamment les neurologues, puisqu'avec cet outil, on pourra faire une visioconférence à plusieurs et on pourra éventuellement solliciter un neurologue ou éventuellement ensuite d'autres spécialités pour d'autres usages. Merci beaucoup de votre témoignage et restez pour tout à l'heure pour les questions. On va tout de suite partir sur Dijon. Et sur le thème de l'AVC. Alors, on va faire juste un petit récapitulatif parce que les AVC c'est un sujet important. On a 150 000 accidents vasculaires cérébraux par an, 120 000 infarctus du myocarde donc par an également. C'est aujourd'hui la première cause de mortalité dans les pays développés. Et chez la femme, c'est même la première cause de décès avant le cancer du sein. Donc la prise en charge des AVC, c'est vraiment en plus une course contre la montre, comme vous le savez. Donc chaque minute perdue avant la thrombolyse, ça représente des millions de neurones qui sont détruits et chaque minute représente donc une source de handicap supplémentaire pour le patient, conduisant même parfois et souvent au décès. Donc c'est un axe d'action, enfin un chantier d'action prioritaire. Et alors qu'on était en retard, et tout à l'heure on entendait un petit peu le côté autoflagellation, la France est en retard, et bien là il y a eu un retournement de situation qui est bon à noter. Il faut aussi le reconnaître quand il y en a. Donc avec le plan AVC de 2010, le plan télé AVC de 2011, aujourd'hui la France est citée en modèle. Donc avec le taux le plus bas en Europe de mortalité, 9% de mortalité à un mois, et c'est pas Catel qui le dit, évidemment, c'est le registre européen, le European Registries of Stroke de Londres qui a fait cette étude. Donc et aujourd'hui il y a 140 unités de soins neurovasculaires installées en France, donc il faut se féliciter de ça. C'est un mérite qui revient aussi au ministère de la Santé qui a mis en place ces deux plans. Et puis la télé AVC, la télé AVC, elle a permis d'effacer les disparités territoriales, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui donc sur le territoire dijonnais. Alors, professeur Giroux, vous êtes professeur en unité de soins intensifs neurovasculaires, ces fameuses unités, vous les connaissez bien, vous êtes initiateur du projet DIVA, et avant de parler de DIVA qui intervient après l'AVC, est-ce que vous pouvez déjà nous rappeler les symptômes de l'AVC? Je pense que c'est bien qu'on fasse un peu de pédagogie pendant cette journée. Très bien, merci. 3 symptômes essentiels, les plus fréquents, les plus accessibles par tout le monde, le patient, son entourage et bien sûr le professionnel. Le premier symptôme, c'est la paralysie d'un membre supérieur ou un hémicorps, donc membre supérieur et membre inférieur. Le deuxième symptôme, c'est uniquement la paralysie de la face. Et puis le troisième symptôme, c'est la perte du langage, donc l'aphasie. Ce sont les 3 symptômes les plus fréquents, mais il y a d'autres, comme le mal de tête, comme la perte de la vision d'un œil, comme les vertiges, comme les chutes. Donc vous voyez que c'est très vaste, et on comprend pourquoi il peut y avoir des retards de diagnostic quand on n'a pas ces 3 symptômes que j'ai cités précédemment. D'accord, alors qu'est-ce qu'il faut faire ? En France, un seul numéro. Pour l'instant, c'est le 15. Ça va sans doute changer avec un numéro européen. Pourquoi le 15 ? Car derrière le 15, vous avez une infirmière qui est une permanencière, qui connaît a priori toutes les urgences. À son côté, elle a toujours un médecin, et ça c'est très important, un médecin régulateur. Et le médecin régulateur, en fonction du domicile et de l'hôpital requérant, va choisir l'hôpital dans lequel il faut admettre le patient. Tout simplement, ça va permettre au service d'urgence d'attendre ce patient et de le prendre en priorité. Ça va éviter en 30
déposition dans les urgences. Et là, on voilà, ne pas aller aux urgences, appelez le 15 d'abord. Alors maintenant, on va découvrir une vidéo qui présente la téléexpertise médicale suite à cet appel au 15. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ici, c'est entre le CHG de Semur-en-Auxois et le CHU de Dijon, qui sont à 70 km l'un de l'autre. Pour faire face à l'accident vasculaire cérébral, la région a mis en place une filière dédiée, active 24 heures sur 24, de manière à lutter contre les disparités géographiques. Le SAMU, bonjour. Vous restez en ligne, je vais vous passer le médecin régulateur, ne quittez pas. Écoutez, vous restez vers lui, je vous envoie le SMUR. D'accord. Ça file pour qui alors? Bonjour monsieur, je vais vous examiner. Docteur Kilik de Semur, j'ai un monsieur de 69 ans qui a fait un AVC avec une hémiplégie droite. Bonjour, c'est Guy Victor Osebi. Donc la tension artérielle est stable, autour de 15. La glycémie est à 1,10 g. On peut thromboliser ce patient. Voilà, donc on voit chez ce patient une occlusion de l'artère cérébrale moyenne gauche. Voilà, donc là on positionne le microcathéter en aval du thrombus à l'aide du microguide. Voilà, on est arrivé à déboucher le thrombus. On peut voir la reperméabilisation complète de l'artère cérébrale moyenne et on redécoupe. Donc le patient revient de la thrombectomie. Tendez les deux bras s'il vous plaît devant vous. Voilà, donc il récupère parfaitement. Cette filière a été évaluée scientifiquement et a été optimisée. Nous avons montré que la prise en charge était identique, que l'accident vasculaire cérébral soit traité au CHU de Dijon ou dans un autre hôpital de la région. Grâce à cette organisation, la région peut faire face à la prise en charge des accidents vasculaires cérébraux. Alors, raconte-moi donc. Merci. Alors voilà une vidéo très pédagogique. On n'a même pas besoin de la commenter. On va tout de suite parler de ce qui se passe après. Parce qu'après, avec le programme DIVA, on est dans la prévention des récidives post-AVC et post-infarctus. Monsieur Giroux, pouvez-vous nous présenter maintenant ce programme en nous parlant de sa vocation et puis du mode de prise en charge des patients qui est prévu? Très bien, merci. Alors DIVA veut dire Dijon Vascular Project. C'est une action qui va débuter en septembre prochain et qui a pour but de réinventer le suivi des AVC et des infarctus du myocarde qui représentent, ces maladies représentent à elles deux un défi majeur pour notre système de santé. Donc il est important de voir pourquoi. Et la phase aiguë est remarquable, aussi bien en termes de prise en charge pour l'infarctus que pour l'AVC. Pourquoi, au retour à domicile, il y a un taux de retour à l'hôpital, un taux de hospitalisation anormalement élevé en France, comme dans tous les pays européens, de l'ordre de 33%. Des infarctus et des AVC reviennent à l'hôpital dans l'année. On s'est aperçu qu'effectivement, il y avait un problème dans le suivi, une rupture dans la continuité entre la phase aiguë, dont la prise en charge est remarquable, et le suivi à domicile, qui malheureusement est déficitaire. Donc c'est pour cela que nous avons inventé un nouveau projet de suivi par des infirmières, cette fois-ci, des infirmières tantôt hospitalières, tantôt libérales, qui iront en domicile des patients, et ceci tous les 3 mois pendant la première année. Donc ce suivi intensif par des personnels décloisonnés, des infirmières hospitalières et des infirmières libérales, va permettre effectivement de dépister très vite les stigmates pour un risque de récidive et les stigmates d'une complication à venir qu'on peut prévenir. Parallèlement, les pharmaciens hospitaliers libéraux seront concernés par l'éducation thérapeutique du patient et de sa famille, donc ça va permettre effectivement d'éviter les rechutes. L'autre point, c'est que nous allons évaluer sur le plan médico-économique ce projet avec un bras comparatif, avec un suivi ordinaire. Cette expérimentation a lieu dans le GHT Côte d'Or Sud-Marnais, qui a la particularité d'avoir des populations urbaines et versus des populations de type rural, ce qui sera intéressant pour voir si on peut généraliser ce processus. Alors, quel est le lien de DIVA avec la e-santé? On l'a vu à l'entrée, dans l'inclusion de DIVA par la télémédecine, et puis au sortir, parce qu'il y aura un transfert, un partage d'informations sur une plateforme numérisée qui s'appelle Ethics, qui permettra à tous les professionnels de communiquer entre eux.
Le GHT permet de voir par DIVA le rôle des soins de proximité et des soins de retour. Et enfin, je tiens à souligner que ce projet est porté à la fois par le CHU, l'Agence régionale de santé Bourgogne-Franche-Comté, et puis aussi par Dijon Métropole qui nous aide de façon régulière dans d'autres projets. Merci Monsieur Giraud. On va justement en parler. Et donc DIVA démarra en 2019, septembre 2019. Madame Lumière, donc au niveau de l'ARS, vous avez joué un rôle sur ce projet. Et puis Monsieur Giraud, le professeur Giraud vient de parler là du GHT Côte d'Or et Sud-Marnais, qui est un petit peu spécifique. Est-ce que vous pouvez nous en parler, nous expliquer un petit peu le rôle des différents acteurs? Oui, effectivement, sur l'émission, je suis pilote du dispositif Article 51, donc d'innovation en santé sur les expérimentations innovantes en organisation et aussi au niveau du système de financement. Et effectivement, le GHT Côte d'Or Sud-Marnais est sur 2 régions, donc stricto sensu sur le dispositif, c'est un projet qui aurait dû être à dimension interrégionale et il a été entendu entre les 2 ARS que ce serait porté au niveau régional. L'idée étant, c'est de faire émerger les initiatives des acteurs de notre système de santé au niveau local et ne pas démultiplier les interlocuteurs institutionnels qui ne sont pas forcément facilitants en termes de temps et d'émergence. Donc finalement, il a été décidé de travailler uniquement avec l'ARS Bourgogne-Franche-Comté sur un en tout cas une innovation régionale pour pouvoir impulser ce projet au niveau national qui l'a validé en comité technique donc en fin d'année 2018. Et donc c'est l'équipe de l'innovation en santé du ministère de la Santé qui l'a validé finalement. Donc c'est aussi un enjeu de décloisonnement. Entendu, hein. L'idée c'est que sinon on évite les couches institutionnelles, c'est pour pouvoir permettre aux porteurs de projets de se concentrer sur le décloisonnement des secteurs et de permettre aux différents professionnels de travailler ensemble, quels que soient en fait finalement leurs horizons et leur exercice, en tout cas leur mode d'exercice, mais bien d'avoir un parcours de patient au centre des préoccupations de chacun et d'aboutir à un projet qui a émergé et qui est le premier projet du dispositif qui a émergé au niveau national. Donc DIVA est une petite gloire régionale puisque c'est le premier qui a été reconnu au niveau national et qui fait finalement référence sur ce système d'innovation en santé. Par ailleurs, l'occasion de travailler avec tous les institutionnels, parce qu'on parle beaucoup du décloisonnement des professionnels de santé, mais on parle très peu du décloisonnement des institutions. Et finalement, ce genre de projet des innovations en santé permet ce décloisonnement entre l'ARS, le système, donc tout le réseau assurance maladie aussi, mais de pouvoir mettre autour de la table les URPS et les différents représentants des professionnels de santé. Donc c'est un très beau, en tout cas pour moi, c'est une très belle mission de pouvoir remettre le patient au cœur de notre système et finalement d'oublier que l'on a des dispositifs existants et qu'on a tous des prérogatives et des champs de compétences qui s'entrecroisent et qui sont souvent les unes derrière les autres. Et alors, vous aviez évoqué effectivement ce rôle intéressant d'accompagnement des acteurs qui est un peu différent sur celui du rôle qu'on connaît habituellement de l'ARS. Et je voulais le relever, je voulais vous dire aussi que dans la salle, quand vous avez parlé tout à l'heure du fait qu'il avait été décidé entre les 2 ARS que l'une serait porteuse, mais que les 2 soient impliqués, il y a eu un applaudissement. J'ai vu quelqu'un taper des mains, donc je voulais juste vous le signaler, puisque c'était une bonne pratique sur ce projet qui a permis d'aller plus vite. Donc voilà, je voulais le dire. L'innovation et la stratégie et pas sur une direction métier, c'est qu'on a effectivement cet avantage de pouvoir impulser des dynamiques complètement différentes et de rentrer dans ce rôle d'accompagnement qui était un rôle à la naissance des ARS. C'était aussi l'objectif de faire converger les institutions représentantes et en tout cas tutelle au niveau ambulatoire, sanitaire, hospitalière et médico-social. Et l'idée était bien celle-là, c'était d'accompagner nos acteurs locaux et de pouvoir rentrer pleinement dans cette dynamique et d'avoir ce rôle. J'en suis particulièrement fière. Merci. Madame Motte, quel a été le rôle du CHU de Dijon dans ce projet? Rapidement, parce qu'on voit que... Conception, je crois que c'est l'excellence de nos équipes de neurologie et de cardiologie qui a permis de concevoir ce projet. C'est aussi ce qu'a décrit M. Giraud, c'est-à-dire l'antériorité, la prise en charge des AVC au niveau du territoire.
Après, je pense que le CHU, en tant qu'établissement support de notre GHT, on a permis la diffusion du projet au sein de tous les établissements partenaires. Après, je dirais que c'est du donnant-donnant. Hein. Vous savez que les GHT sont encore une communauté récente. Et pour construire cette nouvelle communauté, cette communauté récente, il faut des exemples précis, des exemples visibles. Et je crois que le projet DIVA, ça va vraiment être une réalisation visible pour tout le monde, pour les citoyens, pour les élus, pour les acteurs de santé, qu'ils soient hospitaliers ou alors de la ville. C'est vrai. Merci. Alors, sans revenir sur la vocation du projet, Monsieur Giroux, est-ce que vous pouvez nous parler juste des bonnes pratiques qu'on a listées ensemble par quelques mots-clés pour conclure, pour essayer de rattraper un petit peu le temps? C'est décloisonnement des métiers, association, partenariat entre des métiers qui n'avaient pas l'habitude de communiquer ensemble, les infirmiers, les médecins et les pharmaciens, une fois le malade sorti de l'hôpital. C'est aussi connecter les hôpitaux entre eux, ça c'est très important, entre le CHU et les hôpitaux généraux. Là aussi, un autre décloisonnement. Et le GHT est là pour justement donner une légitimité à ce type de projet qui est pluricentrique. Ça permet aussi, le GHT est un accélérateur de toute modification, de tout projet. Et puis je dirais que DIVA, c'est vraiment le modèle de ce que va être maintenant la prise en charge des maladies chroniques, où il va falloir effectivement mettre en lien par le numérique, justement, l'ensemble de ces acteurs qui devront partager des informations en direct et non plus par le courrier postal qui peut mettre un mois pour aller chez la bonne personne. L'autre point, c'est que les démonstrations qu'on peut innover sans médicament original qui peut être dangereux, c'est vraiment l'action humaine des différents professionnels et ça donne du sens, je dirais, à toutes les femmes et les hommes qui sont des professionnels de santé qui, derrière ce projet, vont voir effectivement une réduction du taux de récidive, une réduction du taux de complications permettant aux patients avec moins de séquelles, et Redaptic aura été là justement pour diminuer ce type de séquelles, et puis le maintien à domicile reste un des projets majeurs dans la vie en société. Oui. Transdisciplinarité, copathologie, on l'a peu évoqué, mais la copathologie aussi, c'est intéressant, mutualisation de la méthode pour 2 pathologies, transrégion, transdépartement. On en avait cité plein et c'est vrai qu'il y en a beaucoup sur ce projet. Je vous remercie et on vous garde là au cas où il y aurait des questions tout à l'heure si on a le temps d'en avoir parce qu'on déborde un petit peu. On va passer maintenant sur Rouen, sur Sotteville-les-Rouen plus exactement, pour voir ce qui se passe autour du GHT Rouen Cœur de Seine. Alors là, on vient de parler de copathologie. Avec Thérapie, la plateforme dont on va parler maintenant, on est vraiment sur le décloisonnement de la télémédecine sur le territoire. Alors, Sotteville-les-Rouen, donc le stage du Rouvray en particulier, avait un projet TIS au départ. C'était un projet de télémédecine en structure médico-sociale. C'est un projet qu'on a suivi au fil des ans. Ça fait une dizaine d'années que les pratiques se développent sur le territoire. Alors aujourd'hui, avec la création du GHT Rouen Cœur de Seine, à travers cette intervention, on va voir qu'un nouveau modèle d'organisation et de coopération se développe, très transversal. Et je vais d'abord donner la parole à Madame Carvalho. Vous êtes dermatologue, vous avez une forte expertise de la télémédecine en dermatologie, notamment dans le domaine des plaies et cicatrisations, et vous êtes actif au sein du collectif qu'on a évoqué ce matin avec Luc Théo, avec là aussi une fiche de pratique qui a été réalisée à partir de votre expérience. En tant que coordinatrice médicale du GHT, c'est à ce titre-là que vous intervenez, et en particulier du dispositif Thérapie. Pouvez-vous nous expliquer ce que c'est? Qu'est-ce que c'est Thérapie? Bonjour à tous. Donc effectivement, comme vous l'avez dit, la télémédecine dans la région a démarré depuis bien longtemps, avec nos collègues psychiatres qui proposaient depuis au moins 2007 des actes de télémédecine, essentiellement sous forme finalement de visioconférence, des téléconsultations avec des échanges visio. Donc cette activité progressivement a été reprise par d'autres spécialités, la dermatologie, la gériatrie au CHU de Rouen, sous évidemment ce projet TIS dont vous avez parlé, qui était soutenu par l'ARS. Donc l'idée est effectivement de proposer des actes spécialisés à des personnes âgées vivant en EHPAD. Et depuis l'année dernière, finalement, cette activité qui était finalement sur des moyens anciens de visioconférence, cette activité est déployée sous forme maintenant d'une utilisation de plateforme régionale qui s'appelle Thérapie, avec un projet
qui a été soutenu par le GHT Rouen, l'ensemble des établissements de ce GHT, également le CH qui est co-porteur de ce projet. Vous avez répondu à cet appel à projet de l'ARS. L'idée, toujours de connecter les EHPAD, mais cette fois à d'autres spécialités. Donc, en plus de la dermatologie, de la psychiatrie, la gériatrie, d'autres spécialités sont venues proposer des services, des actes spécialisés à distance. Donc, c'est des actes de téléexpertise, mais aussi de téléconsultation, et la possibilité aussi de faire des e-staff à travers cette plateforme donc régionale thérapie. L'activité est aujourd'hui déployée sur différentes spécialités au CHU et s'étend à un nombre plus important d'EHPAD et d'établissements donc du GHT. Voilà, avec la possibilité de connecter des équipements aussi, si j'ai bien compris, stéthoscope, tensiomètre, capteur cardio. Sur la plateforme, l'intérêt, effectivement, on a fonctionné pendant des années avec un système de visioconférence, mais pas d'échange de dossiers, pas d'échange de données en temps réel et pas de connexion évidemment à des outils. Maintenant, c'est possible avec des dermoscopes pour la dermatologie, les ECG, et puis ce partage surtout des données médicales du patient en temps réel pendant l'acte de téléconsultation. Donc là, on est vraiment sur du transversal, un outil qui permet de faire plein de choses. Psychiatrie, dermatologie, gériatrie, soins palliatifs, anesthésie, cardiologie, OR et l'urgence, à des niveaux de réalisation divers, mais néanmoins, c'est prévu pour aller dans ce sens-là. Madame Desbordes, donc c'est vous qui êtes à côté. Vous êtes psychiatre au CH du Rouvray, coordinatrice de l'équipe territoriale des personnes âgées du GHT et responsable de la filière psychiatrie personnes âgées du CH du Rouvray. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, vous, dans votre pratique, comment ça se passe rapidement? Alors, très concrètement, la plateforme thérapie, c'est un outil numérique donc, sur ordinateur qui permet, comme l'a dit le docteur Carvalho, de faire des visioconférences, des consultations, qui permet d'avoir accès au dossier médical, qui permet de faire des prescriptions, d'envoyer un courrier immédiatement. Donc ça permet de fluidifier le parcours patient parce que c'est plus rapide. Nous, on l'utilise surtout pour faire des téléconsultations et pouvoir donner une réponse immédiate, puisque maintenant, on voyait les patients en téléconsultation et puis on tapait un courrier qui arrivait par la voie postale ou par pigeon voyageur si c'était plus difficile. Parfois un peu de temps. Donc là, on peut donner une réponse immédiate. On a développé, nous, au sein du centre hospitalier du Rouvray, dans l'équipe de psychiatrie pour personnes âgées, un dispositif de primo-évaluation infirmière qui permet aux infirmières de voir les patients dans les EHPAD et de nous faire un recueil d'informations dans quelques situations ciblées avec des arbres décisionnels qui permettent soit de faire très rapidement, soit de proposer d'autres types de prise en charge ou d'hospitalisation. Mais ce dispositif a permis d'optimiser les prises en charge médicales puisque moi je donnais un avis en télémédecine alors que j'ai jamais vu le patient dans l'urgence. Donc vraiment ça permet de fluidifier le parcours et de donner un avis spécialisé très rapide. Voilà concrètement comment ça se passe. Et vous en pensez quoi? C'est très utile. Après, pour l'instant, on a encore des petites difficultés d'ordre technique, mais qui vont s'améliorer. Puis nous, on est encore sur les deux dispositifs parce que tous les établissements ne sont pas encore équipés de thérapie. Donc, on alterne entre le réseau TIS et thérapie. Il faut simplement un petit peu de plasticité cérébrale, mais ça oui, la coexistence des fois des outils n'est pas forcément facile. On en parlera cet après-midi sur la session chirurgie avec le déploiement du DPI au bloc, où quand il a fallu faire cohabiter plusieurs façons de procéder, ça n'a pas forcément été facile non plus. Très bien, merci. Alors, je voudrais bien savoir où on en est du déploiement du coup, Madame Carvalho. Il y a un objectif qui vous a été fixé. Vous pouvez nous en dire un mot? Oui, finalement, l'objectif, c'est pas véritablement un objectif, c'était les établissements, les EHPAD qui entraient dans cet appel à projet avaient effectivement un soutien financier de l'ARS et l'objectif initial était de réaliser effectivement 50 actes de téléconsultation durant une période d'environ un an, enfin on va dire à peu près cette période-là. Mais finalement, c'était un objectif
voilà, qui a été pour certains largement dépassé, avec des EHPAD qui ont beaucoup aidé les différents spécialistes dont on a parlé, des EHPAD qui dépassent ce chiffre et d'autres qui sont finalement un petit peu plus à la traîne. Finalement, dans l'utilisation, on se rend compte que les demandes s'appuient souvent sur des médecins coordonnateurs ou sur des équipes soignantes qui doivent être très organisées au sein de l'EHPAD et que les difficultés de connexion ou de demande, en tout cas de téléconsultation, elles viennent sûrement de ce manque de coordination, d'organisation au sein de l'EHPAD et donc peut-être plus de difficultés à établir ces liens de télémédecine. Et tout à l'heure, on entendait que les outils poussent parfois à la mise en place de méthodes justement de coordination dans les équipes. C'est intéressant de voir de quelle façon les deux peuvent interagir. Concrètement, vous aviez parlé du développement déploiement dans 7 premiers EHPAD et actuellement, c'est des chiffres que je ne sais pas si c'est le cas, si c'est bon, 7 ou 8 utilisations par mois avec une montée en charge constatée. On est loin de vos chiffres qui sont très timides. J'avais des vieux chiffres. Ouais, on a plutôt mis en place, en tout cas la plateforme avec cette collaboration GHT, Saint-Étienne-du-Rouvray, donc c'était 10 EHPAD. Aujourd'hui, à peu près les 10 fonctionnent, sauf un qui a des difficultés techniques, mais sinon les autres fonctionnent parfaitement avec cette plateforme. Les difficultés sont minimes sur le son, sur des choses comme là aujourd'hui, où on entend très mal, c'est résilient, mais bon, ça, c'est toujours comme ça. Donc du coup, en dehors de ces difficultés, les EHPAD sont vraiment investis dans cette utilisation. La preuve, c'est que d'autres demandes continuent d'arriver d'EHPAD ou d'établissements périphériques de petits hôpitaux qui n'ont pas de dermatologue, etc. proches. Donc, on a des demandes qui continuent d'arriver sur des HAD, des centres médico-sociaux. Donc voilà, je pense que cette demande croissante, elle va vraiment dans le sens positif. Et l'utilisation monte aussi en charge très progressivement, mais on est beaucoup plus que 7 à 8 par mois, mais plutôt une trentaine de demandes pour la dermato, par exemple, par mois. Alors justement, Laurent Beauce, qui est derrière, vous êtes directeur des affaires générales et du système d'information du CH du Rouvray. On vous a vu à plusieurs reprises au cours de cette journée. Et justement, à propos de la montée en charge, vous m'aviez évoqué un petit constat. Alors le premier constat rapide, c'est que le système 10 hier était un peu et quelquefois défaillant. Aujourd'hui, le nouveau système thérapie est un système, si on voulait faire de la pub, qui pourrait se rapprocher presque d'un Skype Pro, dans le sens où normalement l'image n'est plus splittée, le son est de qualité, et qui plus est, comme on le disait tout à l'heure, c'est fluide et en sécurité, puisque la sécurité permet notamment, via la messagerie de santé, de se transférer des documents et des documents sur des dossiers patients. Voilà. Ça, c'était le constat positif. Et la petite réserve? Alors, la seule réserve, c'est notamment pour les établissements psychiatriques, c'est qu'aujourd'hui, on fait ça quasiment à moyen constant. On n'a pas de modèle médico-économique comme le MCO l'a éventuellement en pouvant facturer les téléconsultes. Le DAF, normalement, c'est inclus dans notre DAF. Donc, quand on fait de la téléconsulte, on ne fait pas autre chose. Voilà. On reste à moyen constant. Voilà, moyen constant pour une montée en charge de pratique. C'était ça qu'on avait évoqué. Donc, c'est des points sur lesquels il faudra continuer à travailler. Et là, pour le coup, l'approche nationale peut être intéressante. Et c'est la dimension des collectifs, là, qui peut jouer également. En tout cas, pour faire peut-être évoluer un petit peu les choses. Merci. Et puis, pour la conclusion, j'aimerais qu'on parle de l'impact du GHT. C'est le sujet de notre session. Le GHT a été un accélérateur sur ce projet. Qui veut nous dire un petit peu pourquoi il a accéléré les choses et puis rapidement les prochaines étapes. On nous reste 1 minute. Aujourd'hui, le GHT a été collaboratif, participatif et a permis aux 2 établissements phares, le CHU bien évidemment porteur d'établissement du GHT et nous partenaires dans le GHT, à pouvoir mettre, je dirais quasiment de manière industrielle, la télémédecine au service de tous. On est passé de 7 EHPAD à plus de 15. J'espère qu'on va rentrer éventuellement demain dans le modèle médico-social aussi. Donc il y a des choses, et ça peut se faire que si on a une taille relativement intéressante, et si surtout on a moyen de proposer des équipements tout de suite. Il n'y a pas d'attendre demain.
Donc ça veut dire qu'on a expertise aussi bien pour l'intra que voire pour les sites extérieurs comme un EHPAD, pour le conseiller, lui dire ce qu'il faut faire pour mettre en place, je dirais, un système qui sera fluide demain. Voilà. C'est une force. Vous aviez cité un terme amusant, qui force un peu le trait, mais je vais le dire quand même, le terme de marketing, ça avait un côté marketing, en fait, le GHT. J'aime bien le reprendre parce que, mais on sait bien qu'il n'y a pas que ça, voilà, mais c'est quand même intéressant cette idée-là parce que ça vous a permis d'impliquer plus rapidement les acteurs du territoire qui sont sentis impliqués parce que ça les concernait et que c'était au sein d'un GHT, c'était leur GHT et qui donc se sont mobilisés plus facilement sur le projet. Très bien, donc on vous suivra sur les prochaines étapes, ouverture à la médecine de ville, vous aviez cité, on va pas avoir le temps d'aller au bout de cette question-là, mais et puis un dernier point, juste sur la notion de l'inter-GHT, parce que ça c'est intéressant, vous aviez relevé le fait que finalement, entre les GHT, il n'y avait pas beaucoup de partage d'informations, alors là on l'a fait aujourd'hui, mais c'était pas forcément évident de savoir ce qui s'était fait ailleurs. Alors, oui, en fait, il y a niveau, il y a l'inter-GHT au sein d'une région. On peut imaginer, là tout à l'heure on citait l'image de thérapie en télémédecine. Thérapie va être développée sur la totalité de la région normande. Donc en région, parfait, on pourra tous quasiment communiquer demain, on adhère tous à thérapie. Par contre, si je veux communiquer avec Maubeuge demain, ou avec Périgueux, ou avec Narbonne, ou avec Marseille, ça sera sûrement un peu plus compliqué, car leur plateforme ne s'appellera peut-être pas thérapie. Et ça, voilà, c'est un sujet. Alors celui-là pour la télémédecine, mais sur tous les autres domaines. Si je veux communiquer avec mon DPI demain, avec Marseille, il faudra qu'on ait des plateformes les uns et les autres compatibles. Peut-être que le TMP demain, peut-être, je dirais, sera peut-être une solution, mais voilà. C'est ce qui a été évoqué en ouverture de journée. On suivra justement l'avancée du ministère sur ces questions-là. Merci à tous les trois. On va partir dans les Alpes du Sud de Rouen. On prend le moyen de transport le plus rapide que je connaisse, qui est la visioconférence, et on va aller au cœur des Alpes du Sud. Alors un petit mot là, parce que c'est sûr que Gap, Embrun, on les associe à cette journée, ils souhaitent participer depuis de nombreuses années à cette journée avec une culture, je l'ai dit, en ouverture très ancrée de coopération territoriale. Ils sont très dynamiques, nous sont souvent les territoires isolés, il faut reconnaître que le besoin suscite souvent la mobilisation et la coopération avec de nombreux usages en routine, et déjà dès les années 2000 on avait un laboratoire qui était précurseur en son temps, qui s'appelait Leti pour les gens qui nous suivent depuis longtemps, qui avait été mis en place. Alors sur Gap, monsieur Orsatelli, vous êtes directeur adjoint du CHIC de Gap-Sisteron. Et puis, vous avez une direction commune déjà, alors dans le titre on le comprend, direction commune des hôpitaux d'Embrun, Briançon, Aiguille, EHPAD Guy-Écrin et du CHIC de Gap-Sisteron. Donc on voit que la mutualisation des tâches est déjà ancrée, ne serait-ce que dans votre fonction. Pouvez-vous nous décrire le contexte de la télémédecine sur votre territoire aujourd'hui ? Oui, tout à fait. Donc bonjour à tous. Ici, on est dans les Alpes du Sud. Donc, déjà pour rappeler, le GHT des Alpes du Sud, c'est 5 établissements. Donc, vous avez cité en effet Gap-Sisteron, Embrun, Briançon, Aiguille et Laragne. Ce sont les 5 établissements. On va avoir un 6e établissement d'ailleurs qui va nous rejoindre. Ça va être Barcelonnette qui rejoint notre GHT en cours d'année. Le territoire des Alpes du Sud est marqué, on va dire, d'un point de vue géographique. Évidemment, c'est un territoire montagneux, donc avec des zones isolées, notamment des villages isolés, et ça peut entraîner des difficultés, notamment de circulation, comme aujourd'hui, hein, on est dans la neige, vous voyez, on a gardé les skis d'ailleurs à proximité, mais également on peut avoir des difficultés de communication. Alors, on a construit donc le GHT, comme tout le monde, il y a maintenant 2-3 ans, et lors de l'élaboration du projet médical partagé du GHT, on a choisi de mettre la télémédecine comme un projet phare, un projet structurant du projet médical. L'idée, c'est de développer des outils pour mettre en lien les patients
et les praticiens, donc de la téléconsultation, mais également de mettre en lien les praticiens entre eux sur la téléexpertise. Donc potentiellement, c'est une stratégie qui peut concerner tous les types de spécialités de tous les établissements que j'ai cités sur notre territoire. Et puis là aussi, on partait, on va dire, avec un terreau favorable. Vous avez rappelé qu'il y a une dynamique forte sur notre territoire, sur la télémédecine depuis plusieurs années. Donc l'idée, c'était de capitaliser sur cette dynamique préexistante. Alors, quand on a commencé à créer les premiers groupes de travail pour rédiger notre projet médical partagé, on a créé un comité de pilotage spécial sur la télémédecine. Donc ce comité de pilotage est composé de praticiens issus de tous les établissements, de gériatres, d'ailleurs il y en a plusieurs dans la salle aujourd'hui, de cardiologues, d'urgentistes. On a également la direction du système d'info du GHT. Et là, le but, c'est de mettre tout le monde autour de la table pour structurer un projet cohérent. Et on a choisi de structurer ce projet de télémédecine sur 4 axes. Le premier, c'est la gériatrie, donc développer le lien entre les gériatres hospitaliers et notamment les EHPAD, et plus généralement sur le médico-social. Le deuxième axe, c'est la cardiologie, avec la transmission des ECG. Le troisième axe, c'est les urgences en territoire isolé. On parlera tout à l'heure notamment des refuges pour les équiper et les mettre en lien avec le centre 15. Et enfin, le quatrième axe concerne les pathologies chroniques. Le fait d'avoir structuré ce projet et le fait qu'il soit porté par le GHT, ça nous a permis d'avoir un financement ARS, puisque depuis 2 ans, nous sommes accompagnés par l'ARS qui a doté ce projet de 110 000 €. Et ce financement nous permet de déployer ce projet. Et le premier axe que j'ai cité, l'axe gériatrie, c'est l'axe qui en ce moment est beaucoup développé. Avec des pionniers, j'en reconnais certains derrière vous. Bonjour Monsieur Lutzler. Et à côté de vous, Monsieur Jean Blanc, que l'on va entendre maintenant. Alors, effectivement, ce projet se déploie sur la gériatrie. Vous êtes porteur médical du projet e-santé du GHT. Pouvez-vous nous parler un peu plus du déploiement de la télémédecine au sein des EHPAD du GHT? Alors, en effet, en 2016, nous avons mis d'abord en place une solution de téléexpertise pour permettre aux 25 EHPAD et SSR du secteur de transmettre des dossiers, photos et boucles vidéo pour des problèmes de médecine gériatrique, plaies chroniques et troubles du comportement. Un projet médical avait été défini dans le but de diminuer les hospitalisations évitables des personnes âgées, de favoriser une évaluation gériatrique et de proposer une meilleure diffusion des bonnes pratiques gériatriques. Le résultat de cette solution de téléexpertise était moyennement satisfaisant. On avait à peu près 50 actes par an. Mais ça nous a déjà permis, en débutant petitement, d'avoir un contact avec l'ensemble des EHPAD et SSR et de travailler avec notre hébergeur commun, qui est le portail régional de santé de la région PACA. Depuis septembre 2018, nous étendons notre projet à l'utilisation de la téléconsultation pour l'ensemble des EHPAD et SSR du GHT, toujours avec le même hébergeur. Ce déploiement est actuellement en cours de développement et nous avons embauché une personne pour nous aider à cette bonne diffusion. Notre objectif était initialement de 200 actes par an, mais nous allons dépasser très rapidement, je pense, vu le développement actuel. Notre matériel est tout simplement une tablette que nous fournissons dans les EHPAD avec les ondes Wi-Fi ou 4G. Donc là, je dois vous la montrer. Hein, c'est tout simplement une tablette toute simple. Au départ, on avait pensé plutôt à un chariot de télémédecine, mais on s'est aperçu finalement qu'une tablette avait, au niveau coût, bien sûr c'est plus avantageux, et d'autre part, ça permet de se déplacer rapidement d'une chambre à l'autre au niveau des résidents. Et très étonnamment, ça n'effraie pas du tout les résidents. Le contact se passe très bien, les échanges se passent bien. Et même étonnamment, avec les personnes psychodépendantes, les personnes désorientées, on a une très bonne relation. Ces patients sont très attentifs, même avec ces tablettes de petite dimension. Les interlocuteurs que nous avons pour répondre aux problèmes des EHPAD et SSR, c'est bien sûr l'équipe de gériatrie pour les problèmes de gériatrie générale, troubles du comportement et plaies chroniques.
Mais il y a aussi l'unité soins palliatifs, l'HAD, le centre 15 et la cardiologie. D'ailleurs, le centre 15 profite de notre déploiement pour introduire cette solution de télémédecine auprès des médecins isolés de montagne et auprès des refuges de montagne. Et nous apercevons progressivement, avec cette dynamique que nous avons mis en place sur le GHT, que cette dynamique s'étend parce que nous avons des demandes maintenant de maisons de santé pluridisciplinaires et de quelques idéaux libérales qui demandent à intégrer un petit peu cette dynamique de l'ensemble de partenariats au niveau du GHT. Merci. Alors justement, quels ont été l'apports du GHT avant, après, vous qui avez vu l'évolution, Monsieur Orsatelli? Alors vraiment, en essayant d'être assez succinct, s'il vous plaît. Alors rapidement, on a des ventres qui grognent dans la salle. Et moi, j'ai pas de ski pour m'échapper. Alors je vais avoir des gens affamés devant moi. J'ai un peu peur. Alors très très rapidement, mais ce que le GHT a permis, c'est d'une part la cohérence. C'est la cohérence du projet, c'est-à-dire tout le monde s'est mis autour de la table pour le structurer, pour le formaliser. L'idée, c'était de répartir également à chacun un axe du projet pour être opérationnel, pour pas qu'il y ait de doublons. Ça a également permis de structurer un axe du projet médical partagé. Donc on l'a intégré dans notre projet médical qui est, comme tout le monde le sait, la pierre angulaire du GHT. Très concrètement, c'est d'avoir eu des financements ARS, parce que si ce projet n'avait pas été porté par le GHT, il n'aurait pas été financé, puisque l'ARS maintenant forcément ne donne plus de financement saupoudré comme ça à différents projets portés par différents établissements. On est sur une cohérence. Et un troisième aspect, un troisième apport du GHT, je dirais que c'est de créer une dynamique. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que depuis qu'on a créé ce projet, eh bien, il y a un engouement, puisque à chaque réunion, on vient nous voir pour nous proposer, d'une part, soit d'élargir le périmètre du projet. Récemment, c'est les ORL qui nous ont proposé une nouvelle dimension sur ce projet, ou également d'élargir les interlocuteurs, par exemple des EHPAD ou des nouveaux établissements médico-sociaux, des refuges. J'évoquais tout à l'heure les refuges. Par exemple, le refuge des Écrins est venu nous contacter pour équiper ce refuge en télémédecine. Et depuis 2 mois maintenant, il y a une tablette de télémédecine qui est dans ce refuge. Donc voilà, je pense que c'est un projet qui est dynamique et qui pourra se poursuivre encore pendant plusieurs années. Merci beaucoup de votre témoignage éclairant et on retiendra l'idée du projet médical bien préparé, la non-redondance des services aussi qui avait été importante sur votre projet et puis l'appui sur des leaders. On en a quelques-uns là réunis chez vous autour de votre visioconférence. Merci beaucoup. Pour conclure cette session et avant de libérer tout le monde, nous avons un pitch. Donc le concept du pitch, c'est 5 minutes et je me tais. Ça va vous changer un petit peu. Et c'est une présentation de solution qui est en ligne directe avec notre session. Vous avez remarqué qu'on a parlé d'inter-GHT à un moment donné, et on a parlé de vision d'ensemble du GHT, donc de l'inter-hospitalier, et donc là on est en plein dans le sujet. Vous allez nous expliquer pourquoi. Juste un petit mot avant de vous laisser la parole, parce que je sais que les gens vont se lever après. On se retrouve après ce pitch à 14h. Anne-Laure Coury, qui est donc numéro 2 de la CNAM, nous fera l'honneur de sa participation toute l'après-midi avec nous. Donc c'est l'occasion de poser des questions aussi dans le fil de la conférence et surtout au moment de son intervention, puisqu'elle va prendre le temps de parler du sujet de la prévention notamment et des autres chantiers en cours au niveau de la CNAM avec toutes les évolutions qu'il y a eu cette année. Je vous incite vraiment à être là. Le bilan des 6 premiers mois en téléconsultation, le déploiement généralisé du DMP, mais aussi plusieurs projets autour de la prévention qui est un peu un parent pauvre de la télémédecine. Donc il faut vraiment que vous soyez là. Je compte sur vous. Et puis on aura une belle session au début d'après-midi sur la chirurgie. Voilà, je vous donne la parole et faire le lien avec notre session. Très bien. Alors nous, notre sujet, notre métier, c'est finalement le pilotage des actions qui sont menées au niveau territorial, au niveau des GHT. Ces actions ont des résultats, plus ou moins, elles ont des coûts. Et notre métier, c'est depuis une dizaine d'années d'améliorer le pilotage de ces actions par la corrélation donc de données qui sont économiques
qui sont médicales, qui sont médico-techniques, à travers ce que l'on appelle un décisionnel augmenté. Donc on n'est pas sur un sujet purement médical, on est sur le pilotage de toutes ces actions. Alors je ne sais pas si ça défile. Je pense qu'on peut lancer la vidéo. Bon, ça c'est juste l'historique de qui nous sommes. Donc ce pilotage par un décisionnel augmenté de toutes les actions, il se fait à travers un outil qui s'appelle OPC. Qui, on va le voir, corrèle encore une fois des données économiques, des données médicales, des données médico-techniques, pour être à même finalement d'évaluer les résultats des actions que l'on mène au niveau territorial. C'est pas une mince affaire, parce qu'en fait, vous le savez, il y a une multitude de systèmes d'information, il y a même un foisonnement, c'est un secteur où il y a eu beaucoup d'initiatives. Les groupements hospitaliers ont introduit une maille supplémentaire, et c'est des projets coûteux. On a, nous, développé avec une pépite de la French Tech qui s'appelle Forpass, une technologie, sans rentrer dans la technique, qui révolutionne les interfaces, des interfaces de programmation applicative, des API, couplées à de l'IoT, donc les objets connectés, et ce qu'on appelle aussi un autre terme un peu barbare, un ETL. Tout ça dans la même plateforme et qui permet en fait, ici c'est un exemple avec les GEF, mais de réduire pratiquement par 5 ou 10 les délais ou même les coûts d'interfaçage de tous ces systèmes. En 2 ans, les technologies ont explosé sur ce sujet. Parce que c'est bien de mener des actions, c'est encore mieux de pouvoir les piloter. Et nous, notre métier, c'est de voir des directeurs d'établissement qui peinent à connecter toutes ces données. Donc Aurore va vous faire une petite démo. Oui, je vous montre, donc on va vous montrer l'exemple de la cartographie achat. On vous montre d'abord le back-office, donc comment ça se passe quand on construit. La première étape, c'est d'aller récupérer les données issues des différents systèmes d'information sur un GHT. Donc avec notre technologie, c'est absolument pas problématique qu'il y ait des systèmes d'information qui soient différents, puisque vous le voyez, notre technologie accepte une grande variété de formats et de sources. Donc on vous a mis par exemple l'exemple d'un fichier Excel qu'on pourrait venir charger dans la technologie, des fichiers MySQL, mais évidemment c'est très large. Ces données, on va ensuite les mouliner dans notre solution, les consolider. Donc ça va être via la technologie ETL qui permet par exemple d'harmoniser les formats, de retraiter des imputations par exemple si nécessaire, de définir des indicateurs donc qui permettront de corréler les différentes sources de données et ensuite via des API de les envoyer au tableau de bord du décisionnel qui va pouvoir donc calculer les indicateurs. On vous montre très rapidement dans cette vidéo que le tableau de bord il est 100% personnalisable et à la main de l'utilisateur. Donc un directeur d'établissement, un directeur des soins, etc. va pouvoir choisir les modes de représentation en fonction des indicateurs qu'il aura définis, ce qui sera le plus pertinent. En termes de résultats, donc évidemment nous là c'est l'exemple d'une cartographie achat, il faut se projeter dans le fait que ça peut être très varié. On a des filtres de recherche sur la gauche, donc on va pouvoir choisir par exemple sur une famille, et vous l'avez vu, les résultats s'affichent de manière dynamique. Et on a également la possibilité de comparer à des sources de données externes, donc que ce soit des performances d'autres GHT, d'autres établissements, ou alors des objectifs qui seraient fixés au niveau national pour voir comment je me positionne. Voilà, donc là on a montré un exemple très simple. Sur le schéma, le numéro 1 est très important, on a la possibilité de se connecter à des objets connectés. À titre d'exemple, on est capable par exemple de remonter la puissance électrique développée par un équipement et voir s'il fatigue pour coupler à une couche algorithmique, faire de la maintenance prédictive et être capable de dire que cet équipement va tomber dans 2 mois et il faut faire quelque chose. C'est pour vous donner la puissance de cette technologie. En termes de démarche projet, bon, c'est assez classique, sauf que c'est complètement compressé. On est sur des projets qui sont très complexes, en fait, dans le fond, mais qu'on est capable de mener avec cette technologie en 2 mois, ce qui est assez révolutionnaire. Donc là, à partir de cockpits qui étaient plutôt des cockpits achat T2A, on est en train d'évoluer vers des vrais décisionnels augmentés sur les taux de disposition du biomédical, vers tout un ensemble d'indicateurs. Donc le champ des possibles est vaste et voici nos coordonnées. Merci à vous. Merci. Donc voilà, une application qui peut contribuer à une meilleure visibilité des objectifs financiers au niveau, enfin des objectifs tout court au niveau du GHT pour le coup, ce qui n'est pas évident actuellement. C'est très difficile de compiler des indicateurs et de les suivre sans que ce soit vraiment une tannée. Donc ces technologies sont là pour vous aider. Merci beaucoup.